Hello, hello, mon nom est Sebéfoun et je suis aujourd'hui devant vous parce que j'ai fait un pari. Ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu, ça fait plus de 5 ans que je podcast. Et après avoir géré le podcast de manière assez irrégulière, j'ai promis à mon audience en début 2024 que si j'arrivais à faire un épisode de podcast chaque semaine sur l'année, j'allais faire de la vidéo. Est-ce que j'y croyais quand j'ai fait cette promesse-là ou quand j'ai fait ce pari? Oui et non. Oui, parce que j'avais pour ambition de mieux gérer le podcast parce que j'ai vu son importance tant pour moi que pour l'audience. Euh, c'est un podcast qui aborde des sujets assez particuliers. Déjà, je parle du podcast, je n'ai pas donné son nom, c'est par Cédéphone. Le podcast aborde des sujets assez particuliers parce qu'en tant qu'Africaine, je viens d'une région du monde où on a énormément de tabous, on a énormément de lourdeur familiale, culturelle, traditionnelle. Euh, et ce podcast me permet de déconstruire énormément de choses, me permet d'affranchir les personnes qui sont retenues justement par ces lourdeurs-là et qui n'arrivent pas à s'exprimer, à vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Euh, et c'est un travail qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'ai voulu le faire de manière plus sérieuse, je vais le dire comme ça. Et donc, oui, sur ce volet-là, j'y croyais fort, j'y croyais fort. Now, pour ce qui est de la vidéo, est-ce que j'y croyais? Je n'y pensais pas. On va dire ça comme ça. Je n'y pensais pas. But, quand on prend des engagements, il faut savoir les tenir. So, here I am in front of you. On dira que ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu. Ça fait un peu plus de 5 ans que je podcast. Et ça fait une journée que je fais de la vidéo parce que c'est la première vidéo. En plus de ça, cet épisode-ci marque le centième épisode du podcast. Ça fait 100 fois que vous pressez play pour press play. Vous appuyez sur play ou press play. I don't know. Anyway, que vous m'avez dans vos oreilles, à présent aussi devant vos yeux. Donc, ça fait quand même 100 fois que vous me faites l'honneur de m'écouter, qu'on réfléchit ensemble, qu'on déconstruit ensemble, qu'on se construit ensemble. And c'est beau. C'est beau surtout que c'est chargé d'histoire, c'est chargé de mon histoire. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps savent que je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. J'ai porté et je continue de porter aussi d'une certaine façon. Je tiens à préciser que je bégaye, donc parfois il y aura quelques blocages, bear with me. Donc je disais, euh, ouais, je continue à porter certaines de ces souffrances aujourd'hui, bien que j'ai pu énormément déconstruire, que j'ai pu énormément construire, et qu'aujourd'hui j'accompagne énormément de personnes pour déconstruire et construire également. J'en ai carrément fait mon activité principale. So, pour ce centième épisode, j'aimerais qu'on parle d'étroitesse d'esprit. Quand on parle d'étroitesse d'esprit, pardon, ce à quoi on pense généralement, c'est la vision du monde. Quand on dit il ou elle est étroite d'esprit ou étroit d'esprit, ce qu'on voit, c'est une personne qui n'est pas ouvert aux autres, qui est limité dans sa réflexion, qui n'est pas tolérant, qui n'est pas ouvert au changement, qui, voilà, qui est fermé en fait, qui est un peu en mode Mathusalem, tu vois. So, quand on parle d'étroitesse d'esprit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qui nous vient à l'esprit en premier. La chose dont ce qu'on perd de vue, ou alors ce dont on n'a même pas conscience, c'est que on peut être étroit d'esprit envers soi-même. Et beaucoup de gens, justement parce que ça semble être aberrant, sont étroits d'esprit envers eux-mêmes et n'en ont absolument aucune conscience. Ça veut dire quoi être étroit d'esprit envers soi-même? Ça veut dire ne jamais se projeter différemment. Se dire qu'on ne changera jamais. Ne pas se voir autrement que comme on est aujourd'hui. C'est-à-dire, on est étroit d'esprit quand on vit des lourdeurs. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de lourdeurs traditionnelles, culturelles, familiales. Qu'on vit ces lourdeurs-là et qu'on a la conviction que il nous est impossible de nous affranchir. On a la conviction qu'on mourra dans cet environnement-là. On a la conviction que jamais les choses ne pourront être meilleures pour nous. C'est de l'étroitesse d'esprit. Parce que si tu vois la chose différemment, si tu as en face de toi une personne qui te dit j'ai changé et qui te montre qu'elle a changé, que toi, tu
garde dans ton esprit qui elle a été parce que ça t'arrange mieux ou parce que justement tu es étroit d'esprit. Ça se comprend mieux en fait quand c'est présenté comme ça. Mais on peut être étroit d'esprit envers soi-même. Et j'aimerais revenir sur quelques épisodes de ma vie justement. Je vais commencer par vous présenter ceci. Ça, pour ceux qui écouteront, c'est un disque dur externe. Je l'ai depuis, je pense, 2014 et depuis quelques années, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Depuis 3 à 4 ans ou un peu plus, je n'arrivais pas à l'ouvrir en fait. Non, plus, hein, on va dire 6 7 ans. Et j'étais très triste parce qu'il porte une grande partie de mon histoire. Il a toutes les photos de moi qui existent parce que c'est pas beaucoup, c'est pas, il y a peu de gens qui ont des photos de moi en fait. Donc j'ai les photos de moi. Ok. Donc je disais, il porte les photos de moi de 2005, 2006 par là, à 2016, je pense. Et c'est une période de ma vie que je pensais perdue parce que justement, bon, pas perdue dans le sens où je n'avais plus d'attache, je n'avais plus quelque chose qui peut me rappeler ces moments-là. J'avais plus de photos en fait. Et j'ai réussi à offrir how do you call this thing? Désolé, ça m'échappe. Voilà, ce disque dur externe, il y a la semaine dernière, ou en début de cette semaine, c'est bien ça, en début de cette semaine. Et ça m'a ramené tellement loin. Ça m'a ramené tellement loin et ça m'a rappelé à quel point je pensais que ma vie ne changerait jamais. Pour ceux qui, euh, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast ou qui me regardent pour la première fois, je vais commencer par me présenter. Vous me direz que j'aurais dû le faire nettement plus tôt, mais bon, life is life. So, qui est-ce que je suis? D'où est-ce que je viens? Et qu'est-ce que je fais? Commençons par d'où est-ce que je viens. Je viens du Cameroun, qui pour moi est le meilleur pays du monde mondial. Pour la simple raison que c'est d'où je viens. C'est vrai que la situation sociopolitique est quasiment ridicule, mais ce n'est pas le sujet du jour, right? Voilà. Donc, qui est-ce que je suis? Je suis C. Befoun. C. Point, parce que c'est une abréviation, et Befoun. Befoun n'est pas un nom de star, parce que beaucoup de gens pensent que je me suis créé un nom de star. Non, c'est le nom de ma naissance. C'est mon nom de famille, Befoun. Et je me définis que par mon nom, pour la simple raison que j'ai compris que énormément de versions de moi ont existé et énormément de versions de moi vont exister. Donc, je ne peux pas me définir par la version de moi qui est là aujourd'hui parce qu'à un moment, elle sera assassinée pour que je puisse évoluer dans ma vie. Donc, c'est des faunes. Qu'est-ce que je fais? Je déconstruis. Je déconstruis, je montre aux gens le chemin pour déconstruire et se construire. C'est ma mission de vie. Je le dis souvent, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une occupation, non. C'est une mission de vie. Parce que je le fais depuis 2015, depuis que j'ai appris qu'il m'était possible à moi de me déconstruire et de me construire. Donc je le fais depuis 2015. Ça va faire 10 ans quand même. So, oui, c'est une mission. Donc je disais les photos. Ces photos-là que j'ai retrouvées et qui m'ont ramené très loin, qui m'ont ramené à ces moments où je pensais réellement que rien ne changerait jamais, que je serais toujours une personne brisée, que je serais toujours une personne triste. J'ai déjà abordé sur le podcast. J'ai traîné une dépression profonde pendant plus de 15 ans. Et c'est fascinant de voir des photos où on semble heureux, où on rigole, on est entouré d'amis, vivre ces bons moments-là et se dire, oh God, comme j'étais triste. Et se dire, oh God, comme je pensais que je n'allais jamais pouvoir ne pas être triste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe WhatsApp, où on est 3 dans le groupe WhatsApp. Il y a ma cousine, une amie et moi. On est vraiment les 3 mousquetaires parce qu'on a quasiment tout vécu ensemble. Bon, mauvais, pire. We were there. Et donc, je suis la seule à avoir nos photos de l'époque. Et elles m'en voulaient un petit peu parce que le disque dur ne marchait plus. Donc, dès que j'ai pu l'ouvrir, je leur ai envoyé des photos. Et dans ce groupe-là, comme je dis, il y a 3 personnes.
Il y a ma cousine et moi qui avons littéralement la même histoire familiale. Et il y a cette amie qui a une histoire familiale moins chargée. Et quand elle regardait les photos, elle a fait un message, elle a dit, on était vraiment très heureuses à cette époque. And I smiled because I was like, you were happy, but were we? I'm not sure. Pourquoi est-ce que je parle de l'histoire familiale? Parce que je suis africaine et la plupart des personnes qui m'écoutent, qui me lisent, qui consomment le contenu que je fais ou alors avec qui je travaille dans le cadre des accompagnements sont africaines ou afro-descendantes comme beaucoup diraient, mais je dirais africaines. Et on a un background assez particulier dans la mesure où quand tu es né d'une famille afro-africaine pure, dure, tu vis dans un environnement où tu ne comptes pas. Comme je le dis toujours, et je vais encore le rappeler aujourd'hui, l'idée ici n'est pas de tirer sur les parents et de dire qu'ils ont fait un très mauvais travail. Ils ont fonctionné avec les armes qu'ils avaient, parce que je pense qu'ils ont transmis ce qu'ils ont reçu. Donc, ceci n'est pas un procès pour les parents, et je ne ferai jamais de procès aux parents. Donc, je disais, on a vécu dans des environnements où on ne comptait pas. On était des bibelots. On était des poupées, on était abusés à longueur de journée parce que les parents pensaient que plus ils seraient durs avec nous, mieux on s'en sortirait dans la vie. On était battus, moi j'ai été battue très régulièrement. On était battus, on était insultés à longueur de journée. Ça, c'est un truc qui est particulièrement choquant pour moi aujourd'hui où j'ai pu me sortir de cet environnement-là, de voir à quel point l'insulte est un moyen de communication dans nos réalités. On était insultés toute la journée, on était méprisés, diminués, piétinés à longueur de journée. Ce qui faisait de nous de bons enfants, c'était justement le fait de ne pas exister. Tu étais un bon enfant quand tout ce que tu faisais, c'était avoir de bonnes notes à l'école. Tu n'avais aucune opinion, tu disais oui à tout et tu faisais tout ce qu'on te demandait de faire pour ne pas être frappé. Et ça, c'était ça le bon enfant. Et ça a détruit, on détruit ce qui existait. Donc, ça n'a pas détruit. Je suis très à cheval sur la définition des mots. Mon compagnon me le reproche très souvent. Ça n'a pas détruit, mais on n'a tellement jamais vécu en tant que nous-mêmes qu'on a du mal à estimer ou à se projeter en tant que la personne qu'on sait être à l'intérieur de nous. Et je vais revenir sur les trois tests d'esprit. Elle peut être héritée, elle peut être inculquée. Et pour beaucoup d'entre nous, elle a été héritée et inculquée. Parce que la vérité, c'est que nombre de nos parents ne s'en sont pas mieux sortis que nous, en termes de santé mentale, en termes de perception de soi, en termes de perception de l'accomplissement, en termes de projection, en termes de, how will I say it, vivre la vie qu'ils ont décidé pour eux. I'm not sure that most of them did that. Et je pense que beaucoup de nos parents sont des personnes malheureuses. Et qu'elles ont juste... Elles ne peuvent pas nous donner ce qu'elles n'avaient pas. Donc, elles ont transmis ce qu'elles avaient. Donc, les trois tests d'esprit envers soi-même, c'est particulier parce que quand cette amie nous a dit, on était très heureux à cette époque-là, it was funny. Because nous, ma cousine et moi, qui avons la même histoire familiale chaotique, ceci n'est pas une critique envers ma famille, c'est un appraisal de la situation. Vraiment une histoire familiale chaotique. We were not happy. Et cette amie-là était pour nous comme une bouffée d'air frais parce qu'elle venait d'un environnement différent, elle voyait les choses différemment, elle se projetait dans l'avenir. Et nous, on avait la conviction qu'on mourrait tôt. Et c'était un peu un souhait. C'était un souhait qui s'est transformé en conviction parce qu'on se disait, toute cette souffrance qu'on porte en nous, à some point, ce serait mieux qu'on meure en fait. Pour pouvoir avancer, on ne serait plus là, pour pouvoir s'en débarrasser. Et comme on n'avait on ne s'imaginait pas pouvoir ne plus l'avoir en nous. Donc on se disait, à un moment donné, je vais mourir, et puis ça ira. Et on a vécu des
des adolescences et la vie, une vie préadulte très, je vais dire olé, dans la mesure où on s'en foutait vraiment parce qu'on allait mourir de toute façon. So, it was fine. On faisait des choses délirantes. And we're just like, mais c'est pas si grave en fait parce qu'on va mourir bientôt. Et quand cette amie nous disait qu'elle va se marier, qu'elle aura des enfants, nous, ce à quoi on pensait, c'était se dire, on se disait, je ne ferai jamais d'enfant en fait. Il n'y a aucune chance que je perpétue ce que j'ai connu. Il n'y a aucune chance que il n'y a aucune chance que je trouve, parce que ayant vécu dans une famille dysfonctionnelle, le couple nous a été présenté de manière dysfonctionnelle. Donc, il n'y a aucune chance que moi je me retrouve dans un foyer comme le mien. Et comme tout autour, c'est pour ça que je parle quand tu es africain, tout autour, les couples, les parents d'amis, les parents de cousins, les oncles, les tantes, tu me diras, vivaient un peu tout ce dysfonctionnement. Donc, ce n'était pas seulement à la maison qu'on avait ce modèle-là, à l'extérieur aussi, on ne voyait que ça. Donc, on se disait, c'est la seule vie possible. And I don't want that for myself. Je vais mourir, and then people bye. Donc, l'étroitesse d'esprit peut être inculquée, elle peut être imposée, et ça nous a été imposé pendant énormément d'années. La peur du changement peut également nourrir l'étroitesse d'esprit. Comment? Je dis très souvent que tu restes non responsable, pas irresponsable. Tu restes non responsable de ta situation tant que tu n'as pas pris conscience que tu peux la changer, toi. Parce que très souvent, quand on n'a pas conscience qu'on a les rênes, et beaucoup d'entre nous vivent comme ça parce que justement, on n'a pas été dans un environnement où la prise de décision était célébrée. Alors, j'explique un petit peu les contextes. Tu n'avais aucune décision à prendre. Moi qui vous parle, toutes mes études, jusqu'à mon master, je n'ai jamais décidé des filières à faire. Je n'ai jamais décidé si j'allais faire, comment tu appelles ça, allemand, espagnol. Je n'ai jamais décidé quelle filière j'allais faire à l'université. Et le pire, c'est une parenthèse, le pire c'est que j'avais de très bonnes notes, je m'en suis très bien sortie. Et les parents le voyaient comme on a pris la bonne décision. Alors qu'en réalité, on m'avait inculqué tu seras frappé si tu n'as pas de bonnes notes. Donc, it was a survival mode plus qu'un j'adore et je m'en sors et j'adore. Parenthèse fermée. Donc, je disais, la prise de décision pour soi-même est quelque chose d'impensable. Donc, pour beaucoup, on reste non responsable d'énormément de choses parce qu'on n'a pas conscience qu'on peut prendre la décision soi-même de changer ou de changer les choses autour de nous. On devient irresponsable. C'est ce que j'ai dit, c'est deux choses différentes. Et je répète, je suis très à cheval sur les mots. J'ai fait de la littérature toute ma vie. Ça a été imposé, but c'est le résultat. Donc, on devient irresponsable quand on a conscience, quand on prend conscience que c'est à nous de changer les choses, qu'on peut le faire, qu'on doit le faire, mais qu'on reste assis en se disant non, finalement, quelqu'un va le faire pour moi. Oh, non, finalement, c'est trop difficile. Je préfère pleurer toute la journée et me dire que ceux qui ont une meilleure vie, ou alors ceux qui vivent la vie à laquelle j'aurais aspiré si j'avais décidé de faire quelque chose, ce sont des chanceux. Ils ont eu une meilleure vie, ils ont eu un meilleur environnement, ils ont eu de meilleurs accès. Et cette irresponsabilité se traduit souvent par trouver qui est fautif. Je discutais avec une jeune fille il y a quelques temps, elle a 25 ans, une jeune fille que j'accompagne, et elle me disait, je vois comment est-ce que tu élèves ta fille, et elle a un grand pouvoir de décision. Elle a la possibilité de dire, je ne veux pas. Elle a la possibilité de dire, je n'aime pas quand tu parles de moi comme ça. Elle peut dire, je suis fâchée. Elle peut dire, je suis triste. Elle peut dire, je suis frustrée. Elle a 5 ans. Et elle me disait, moi, je suis comme je suis aujourd'hui et c'est la faute de mes parents parce qu'ils ne m'ont pas appris comment être comme ta fille. Et je lui ai dit, je suis désolée. Tu me l'aurais dit il y a 1 an. Je t'aurais dit oui.
Mais aujourd'hui, ou après toutes les discussions qu'on a eues, après tout le travail de réflexion, de déconstruction qu'on a eu à faire, tu ne peux pas te permettre de dire aujourd'hui que tu n'as pas ce que tu voudrais avoir parce que c'est la faute de tes parents. C'est de l'irresponsabilité. Tu es devenu irresponsable dès le moment où tu as pris conscience que tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ce qu'il y a à faire, alors que tu sais ce qu'il y a à faire. Ils ne te l'ont pas appris. Est-ce que ça signifie que jamais tu ne peux l'apprendre? I'm not sure. Est-ce que ça signifie que tu n'as pas vers qui ou vers quoi te tourner pour apprendre? I'm not sure. Tu as à ta disposition déjà mon cerveau. I'm here for you. Tu as à ta disposition des milliards de livres. Tu as à ta disposition des milliards de contenus. Et tu attends quand même que ces parents qui ne te l'ont pas inculqué, non pas par méchanceté, mais parce qu'ils ne savent même pas de quoi il est question. Tu attends que eux, ne sachant pas du tout que ces choses-là existent, te disent, oh non, from now on, come, I will teach you. C'est être irresponsable. C'est ta responsabilité de t'apprendre cela. Il y a des méthodes, il y a des moyens. Et c'est justement ce que moi je fais quand je fais des accompagnements. So, you cannot tell me that c'est la faute des parents. That one was then. On a traversé ça. Donc, souvent, l'étroitesse d'esprit nous reste parce qu'on est irresponsable, parce qu'on a peur du changement. Et quand je dis peur du changement, les gens me diront, ouais, déménager c'est un changement, je ne veux pas déménager. C'est pas de ça que je parle. Je parle de changement interne, je parle des répercussions de changement interne sur l'entourage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que on a peur de ne plus être qui on est aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas qui on sera demain. Vous me direz, oui, ça semble être une phrase bateau. Pas du tout. Au début, j'ai dit que je ne peux me planter que par mon nom parce que je sais que la version de moi que je suis aujourd'hui, je vais devoir l'assassiner à son point pour pouvoir avancer. Ce n'est pas une conviction que j'ai toujours eue. J'ai longtemps eu peur du changement. C'est-à-dire que je m'accrochais aux versions passées de moi parce que je les connaissais mieux, parce que je connaissais mieux leurs limites et que je me disais que je pouvais mieux naviguer à travers ces limites-là et que je ne savais pas qui était cette personne que j'allais devenir en fait. Et je ne savais rien d'elle. Comment est-ce que j'allais vivre avec une moi que je ne connais pas? Pour mieux expliquer, disons ça comme ça. J'ai toujours été dirigée par ma famille. Quand je suis partie de l'université, je suis retournée vivre en famille. Et ça, j'ai passé 6 ans à vivre seule dans la famille après l'université. Et je me suis réinstallée dans cette vie d'enfant. Parce que quand on dit vie d'enfant, on ne parle pas seulement de l'enfant par rapport à l'âge. Parce que sous nos cieux, tu restes enfant tant que tu as une autorité familiale, qu'elle soit paternelle, fraternelle, maternelle. Il n'y a pas serenelle. Anyway, tu vois ce que je veux dire? Tu restes un enfant parce qu'on aura toujours tendance à décider pour toi. Et j'avais peur de changer parce que je me disais, est-ce que je pourrais décider? Et si je décide et que ça se passe mal, qui supporte les conséquences? Parce que où je suis aujourd'hui, it's fine. Tu prends la décision, je fais ça se passe mal, je t'accuse que voilà, it was because of you. You did this, you did that. Maintenant, me voilà. Mais il n'y aura plus de voilà. Parce que le changement vient avec la responsabilité de soi, la responsabilité de ses décisions. Tu deviens responsable de ta vie entière. Et beaucoup de gens qui restent dans des situations où ils sont sous la coupe d'autres personnes restent aussi longtemps parce qu'ils ont peur de ça. La responsabilité de toi-même. Tu ne peux plus accuser quelqu'un si quelque chose s'est mal passé. Beaucoup disent, on en rêve, hein? Oh, j'aimerais bien, oh oui, je veux pouvoir décider, oh oui, machin. Mais on ne veut que le côté positif de la chose. Je veux pouvoir décider, je veux pouvoir vivre ma vie, je veux pouvoir faire ci, ça.
Mais le côté, ça peut mal se passer, je suis seule parce que j'ai décidé. Beaucoup en ont peur. Pourtant, ça fait partie de la liberté d'être soi. Faire des erreurs. C'est beau de faire des erreurs en fait. Tu me diras, il y a 10 ans, j'aurais jamais dit ça. Mais c'est beau de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que tu as fait ça par toi-même et que tu as appris ce qui ne marche pas. Et que tu disais, demain là, on a de la again. Là, on a done. Et c'est comme ça que tu te construis. C'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu fleuris. Tu blossom, literally. Et c'est comme ça que tu deviens un adulte. Et en parlant d'adulte, moi, je suis de ceux qui ont attendu de devenir adulte. Parce qu'à 32 ans, j'étais un enfant. C'est à 32 ans que je me suis dit, écoute, je deviens adulte. Pourquoi? Parce que j'étais non responsable, puis je suis devenue irresponsable. C'est-à-dire que j'étais non responsable parce que je n'avais pas conscience que quelqu'un d'autre que ma famille pouvait prendre des décisions pour moi. Quand je l'ai compris, j'ai été irresponsable parce que j'ai attendu un signe de la vie qui me dira, écoute, from now on, tu es adulte. J'ai attendu. Je me disais, something will happen. Et puis, je saurais que je suis adulte. Ça peut sembler fou, ça peut sembler con, ça peut sembler bête, mais c'est la vérité. J'ai attendu. Et jusqu'à mes 32 ans, je vivais comme un enfant, sous la coupe familiale. Et à 32 ans, je me suis dit que je n'en pouvais vraiment plus. Comme je le dis toujours, le changement ne vient que quand la version qu'on est moins douloureuse que la visualisation de la version qu'on pourrait être. C'est-à-dire, quand tu as moins mal d'être qui tu es et plus mal de ne pas être qui tu devrais être, c'est à ce moment-là que tu changes. Donc, quand j'ai atteint ce moment-là, I was like, I don't give a shit anymore. Je n'arrive pas à devenir adulte. Rien ne se passe là. So, let me create that adulthood for myself. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que les adultes font? Ils ont un appartement, ils payent des factures, ils ont un travail, parce que je travaillais à mon compte à l'époque, donc je me réveillais à 14 heures. Vraiment, c'est-à-dire, j'avais vraiment la vie de la grande enfant et je me plaignais sans me rendre compte que je m'étais moi aussi installée dans cette vie. I was like, I'm done. Let me find a job. Let me have money. Let me have my own apartment. Let me pay my own bills. Let me just do that and then see what will happen. La meuf qui avait super peur du changement s'est dit, fuck it, I'm gone. Et je vous assure, une fois que j'ai step dans ces pas-là, I could not go back. Et c'est ce qui est fabuleux. Je me souviens, je faisais une session de débrief avec une des jeunes dames que j'accompagne et on était à cette dernière session en one-on-one. Et elle me disait, je n'arrive pas à croire que j'ai été qui j'ai été. Et je n'arrive pas à croire que j'ai eu tellement peur de devenir qui je suis parce que il n'y a aucune chance que je fasse demi-tour. Et elle m'a dit, j'avais peur de faire ce pas-là parce que je ne savais pas. J'avais besoin de savoir ce qu'il y aurait après avoir franchi le pas de l'affranchissement. Tu me diras franchir le pas de l'affranchissement. Bon, c'est le français. Donc, elle voulait se rassurer parce qu'en fait, elle avait un souci, elle était très contrôlée par sa famille, justement, on en parlait, très contrôlée par sa famille. Et elle était dans sa 31e année. Et à 31 ans, elle ne pouvait prendre aucune décision. Elle ne pouvait, même comment se coiffer, en fait, c'était dirigé par la famille. Et je sais que beaucoup de personnes se diront, ouais, mais à 31 ans, c'est impossible. Truth is, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Il faut avoir vécu la peur d'avoir des amis parce que tu sais que ce sera négativement critiqué. Il faut avoir vécu la peur de se coucher ou de se lever à certaines heures parce que you know that tu n'es pas au contrôle. En fait, tu ne décides pas de quand tu te réveilles, tu ne décides pas de quand tu te couches, tu ne décides pas de ce que tu fais tes week-ends. You don't decide of anything. Tu es juste guidé. Et ça, je pense que je vais faire carrément un épisode de podcast dessus. Sur cet emprisonnement mental que tu vis quand tu es sous cette coupe-là et que tu te dis, je ne m'en sortirai jamais. Et que tu es adulte, parce que ça, il faut le préciser.
tu es adulte, mais tu n'es au contrôle de rien. Je dis tes week-ends, tes soirées, tu n'es au contrôle de rien. Il faudra me le rappeler, je vous en prie. Je vais faire un épisode dessus. Donc, une fois que tu as fait ce pas-là, et que tu... How would I put it? Et que la jeune dame a dit, donc il y a des gens qui vivent comme ça. Je suis enfin libre à 31 ans. And I felt it. Parce que c'est ce que je me suis dit la première semaine dans mon appartement. I was like, donc il y a des gens qui vivent comme ça. I felt her words inside me. Parce que je me suis dit la même chose. Ce moment où tu prends conscience que tu es libre. Que tu es libre. Et c'est difficile à expliquer parce que ça ne se voit pas sur toi en fait. C'est un contrôle mental. Ça ne se voit pas sur toi et beaucoup de gens, quand ils te voient à l'extérieur, ils peuvent imaginer que tu vis ça. So, I felt it. Donc, l'étroitesse d'esprit peut venir également de la peur de changer. Et ça se transforme très rapidement en irresponsabilité. J'avais un troisième point, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Le troisième point, c'était la peur de l'inconnu. Je pense que je l'ai même déjà abordé. La peur de l'inconnu. Et c'est des choses que j'ai vécues. C'est-à-dire, j'ai vécu chacun de ces trois. Étroitesse d'esprit qui est inculquée, ensuite qui est la peur du changement, et ensuite la peur de l'inconnu. Pour revenir à cette jeune homme que j'ai accompagnée récemment, du moins dont j'ai terminé récemment l'accompagnement, elle disait, je suis restée dans l'état dans lequel j'étais pendant aussi longtemps, parce que je voulais d'abord savoir ce que j'aurais trouvé de l'autre côté. Quand on dit autre côté, c'est quoi? C'est pouvoir dire non, pouvoir dire je ne fais pas, pouvoir dire c'est moi qui décide en fait. Ne pas avoir à expliquer, à justifier chacune de ces décisions, prises de position et ne pas attendre de les adopter seulement quand on aura eu l'aval familial ou l'aval des aînés ou l'aval du compagnon ou l'aval des copines. Pouvoir dire fuck it, I'm living my life. Bye. Et elle se disait, quand on a commencé l'accompagnement, c'était difficile parce que elle disait, si j'ose faire ce que j'ai envie de faire, je serai rejetée par ma famille. Et je pense que c'est cet inconnu-là, c'est-à-dire, est-ce que je serai rejetée ou non? Je veux une réponse claire tout de suite avant d'engager. Et si tu me diras que je ne serai pas rejetée, si tu me le prouves, je vais enclencher le processus. Si tu me dis que je ne serai rejetée, je vais rester où je suis aujourd'hui parce que I cannot construct myself without their approval. Et ça, je vais le dire brièvement parce que ce sera certainement aussi, on pourra en parler plus tard. L'approval ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes tes décisions. L'approval signifie qu'on t'accepte, qu'on soit d'accord ou non avec toutes tes décisions. C'est pas parce que tu as fait une coiffure différente et qu'on a dit non que tu estimeras qu'on a le droit de te rejeter. That one is not on you actually. It's a little on you parce que voilà. Pourquoi est-ce que je dis que c'est a little on you? Parce que quand on est dans ces situations-là, c'est une relation bilatérale. Tu nourris le comportement de la personne en face de toi par ton comportement à toi. J'explique ça. Tu prends la décision de te percer les oreilles. Disons, voilà, moi par exemple, j'ai 124 aux oreilles, je vais te percer les oreilles, ok? Et je pense que j'ai déjà posé cet exemple sur le podcast. Et tu te passes les oreilles et tu vas vers ta famille avec un oh, je sais que vous allez me tuer, que vous serez fâché. Je me suis percé les oreilles. Tu te mets dans une position où ils sont au-dessus de toi. C'est toi-même qui t'es. Donc, tu es tellement à l'aise dans cette position que tu nourris ça. Bien que tu dises, je ne le veux plus, tu le nourris au quotidien. Parce qu'une fois que tu le dis, tu es venu demander l'assentiment. Est-ce que vous êtes d'accord que je me perce les oreilles? Ton frère qui est conservateur va dire, je ne vais pas voir ça. Ta maman qui est old school va dire, je ne vais pas voir ça. Ton compagnon qui est, va dire, je ne vais pas voir ça. Et tu vas enlever le truc. Pourtant, si tu viens avec tes oreilles percées, on te dit, hey, tu as percé les oreilles,
Je dis oui. You will see that. Certains vont faire certaines remarques, but c'est pas un sujet de conversation. Parce que c'est juste des oreilles percées, tu vois. Mais quand toi-même tu nourris cette relation-là, tu te mets dans une position où tu viens avec des explications en attendant l'aval. And that's why I say it can be your fault, mais tu peux ne pas être responsable parce que tu ne le sais pas. Donc, on est encore dans la non-responsabilité, so it's fine. So, yeah. Étroitesse d'esprit. C'est un grand problème. And c'est dommage, moi je le dis, c'est dommage que beaucoup de gens n'arrivent pas à se voir, à se projeter. C'est dommage, mais je l'ai vécu, je sais que quand on est dans cette situation-là, on a la certitude que les choses ne changeront jamais. Et je vais finir cet épisode en disant, les choses changent quand on s'en donne les moyens. Les choses changent quand on accepte la version de soi qui viendra si on change. Et les choses changent quand on s'accepte soi comme on est. Parce que beaucoup de gens ont du mal à changer. Et ça, c'est un sujet qu'on a abordé lors d'une session de groupe tout récemment, dans le cadre de mon accompagnement. Et je disais, radical acceptance, s'accepter de manière radicale, c'est le premier pas vers le changement. Quand tu sors de la posture de la critique, quand tu n'es plus en mode je suis une mauvaise personne, quand tu n'es plus en mode il y a Albert Ellis qui appelle ça le masturbation. Quand tu n'es plus dans le devoir insensé, I must do this, I must do that, and I must do this. Quand tu sors de là et que tu t'acceptes avec tes limites, avec tes flaws and your qualities, tu es plus ouvert au changement. Tu es plus ouvert à être indulgente avec tes limites et à comprendre que tu peux les dépasser. So, yeah, c'est possible. Mais pour ça, il faut que tu débloques certaines choses. Il faut que tu déconstruises énormément de choses. And that's why I'm here actually. That's why I do what I'm doing right now. C'est pour ça que je fais ce que je fais depuis 10 ans. Parce que j'ai été de ces personnes-là qui pensaient que seule la mort allait nous libérer. Et je regardais je lisais, je ne sais plus, mais juste tombé sur quelque chose qui disait que les personnes qui décident de s'en aller ne partent pas parce qu'elles veulent mourir, mais elles partent parce qu'elles veulent éviter, elles veulent faire cesser la douleur. And I felt it. Parce que c'est ce que j'ai vécu. So, know that it's possible. Know that you can make it. Know that it's not that easy. It is actually difficult. Mais le fait de vouloir vraiment y arriver, parce que tu arrives à un point où ne pas être qui tu es supposé être te fait plus mal qu'être qui tu es. You make it. Yeah. That was my last word for you today. Donc, on va faire un peu de housekeeping avant de se séparer. Cette vidéo est la première et on aura beaucoup d'autres. On va faire au mieux. Ok? Donc, aujourd'hui, on peut me suivre sur YouTube. On peut me suivre sur Instagram, où mon nom sur Instagram est Caramel Eco. J'aurai le temps d'expliquer Caramel Eco, pourquoi ce nom-là. Il vient du caramel, le nom de ma fille. Caramel Eco sur Instagram, qui est également le nom de mon activité. Ma newsletter par CBFoon, tu peux t'inscrire. Je la partage 2 fois par semaine, généralement. Et je vais plus loin dans les réflexions sur la newsletter. Donc, tu auras le lien dans la description de cet épisode-ci. Tu peux également écouter le podcast par CBFoon et t'abonner. Si tu l'écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésite surtout pas à le noter. Parce que c'est comme ça que ça amplifie le message. C'est comme ça que d'autres personnes comme toi profitent de mes partages et déconstruisent aussi à leur niveau. Et tu peux...
pour noter quand même, je dirais que on est quand même tatillon, on aime 5 étoiles parce que voilà. Anyway, si tu écoutes sur Spotify, tu peux commenter le podcast. Je réponds à tous les commentaires et généralement, quand je fais un épisode, il y a un sondage sur Spotify. Tu peux commenter l'épisode. I'm there for that parce que vos commentaires, vos retours me montrent que je ne parle pas seule et surtout me donnent la force de continuer. Um, pour les nouveaux, vous ne savez pas comment est-ce qu'on dit au revoir sur ce podcast. Et donc, je vous apprendrai. People bye.